Donc nous allons maintenant accueillir Philippe Madec. Voilà. À qui nous avons demandé de porter sur cette thématique le regard du grand témoin. Donc nous avons fait appel à lui pour plusieurs raisons. Il est architecte urbaniste, ce qui permet d'apporter un regard plus large, interdisciplinaire sur l'eau et la ville. Il a une approche éco-responsable qui vise à préserver le climat, à réduire l'empreinte écologique, exprimée dans ses réalisations, qui ont eu de nombreuses distinctions, dans ses réflexions et dans ses écrits. Et enfin, il a une vision prospective de la ville et de l'aménagement du territoire qui nous intéresse. Il a notamment participé au sommet Habitat 3, qui est la conférence de l'ONU sur le thème du développement urbain durable. Voilà. Merci. Je vous remercie. Bonsoir. J'aime bien votre lapsus sur durable et rural parce que ça a été un des combats du sommet Habitat 3 que de retrouver la ruralité dans l'aménagement des établissements humains. Bien, je vais vous parler de l'eau, vous l'imaginez bien, mais en fait, je vais vous parler d'une amie, d'une matière amie et très amie qui est présente dans le travail de mon atelier de façon permanente. Enfin, je vais vous parler de la vie, puisque grosso modo, ça sert essentiellement à porter de la vie et à lui donner une meilleure qualité. Alors, comme je suis architecte, je vous ai fait juste un tout petit parcours qui est tout simple, vous savez, qui n'est pas toujours très vrai, mais qui permet de changer d'échelle. Et alors, on va commencer par le bâtiment, parce que l'eau, c'est pas que l'urbanisme, c'est aussi le bâtiment, qui est une des pièces de l'urbanisme. Comme ici, en 97, nous avons dessiné ce centre de loisirs dont toutes les toitures ont été dessinées de telle façon que l'eau arrive dans un aqueduc dont la fin est dans le préau où les enfants se trouvent justement quand il pleut et où tous les enfants voient descendre l'eau derrière un vitrage. Et cette eau est évidemment récupérée à la fois pour l'arrosage des jardins, mais aussi pour les sanitaires. À cette époque-là, on pouvait encore négocier avec l'État sur ces choses-là. C'était bien. Mais on peut toujours. Et puis l'eau, elle n'est pas toujours très bien traitée. Et il est quand même nécessaire que l'on prenne beaucoup de soins pour elle, comme ici, à Anglette, le parc écologique Isadia, qui est autour de 2 étangs d'eau saumâtre. Le fait que l'eau soit saumâtre est une vieille histoire locale, humaine. On ouvre des vannes et ces 2 étangs sont remplis d'eau de mer régulièrement, 2 fois l'an. Et donc ici, on a dessiné un bâtiment qui sert de porte d'entrée à un secteur dans lequel on engage une renaturation du territoire qui avait été très utilisé par les gens qui faisaient du motocross, par exemple, ce qui n'était pas tout à fait l'idéal pour un site aussi riche du point de vue de la biodiversité. L'eau saumâtre produit quelque chose de très particulier. Donc voilà un bâtiment totalement poreux, fait pour être démonté, pour être enlevé un jour, si jamais tout se passe bien et que l'on a recompris comment agir avec cette eau-là. Et l'eau, quand on s'y intéresse et qu'on a envie de se laisser porter par finalement sa physique, on peut imaginer des châteaux d'eau où il n'y a pas de pompe, où il n'y a pas de pression, mais simplement en calculant les hauteurs de telle manière que finalement on stocke l'eau, on la restitue sans avoir besoin de moteur. Et l'eau, c'est aussi une énergie, comme par exemple pour ce village de Tifnit au Maroc, où l'eau est utilisée pour les échanges thermiques, pour finalement produire du frais ou simplement restituer le frais que l'eau possède, de telle manière à avoir moins de moteurs pour créer de la climatisation, comme malheureusement on le fait si souvent. L'eau, c'est évidemment aussi une très grande pédagogie par rapport au vivant. Ici, c'est le lac de Grandlieu, la Loire-Atlantique était là, je ne sais pas où vous avez disparu, mais le lac de Grandlieu, donc, qui est à Boye, près de Nantes, c'est le plus grand lac de plaine d'Europe en hiver, avec autant d'espèces d'oiseaux que la Camargue. Et nous avons travaillé à la réhabilitation de l'ancienne maison de chasse des Guerlins, qui est devenue maintenant une propriété du département. Et cette maison n'est plus une maison de chasse, où on vient tirer sur les animaux, mais bien un endroit où on explique la valeur de ce lieu-là et l'importance finalement que l'eau a en général, pas seulement sur ce site, alors que sur ce site, bien sûr,
c'est extrêmement important et utile d'en comprendre justement l'importance. L'eau est encore l'énergie, comme on l'a dit tout à l'heure, comme je l'ai dit tout à l'heure à propos de Tifnit. Ici, dans un travail que nous avons fait pour la nef du Grand Palais, on a proposé que la Seine nous permette d'avoir les frigories utiles pour rafraîchir cette nef absolument impossible à climatiser, ou en tout cas dont la maîtrise du climat est extrêmement complexe. Mais l'eau, c'est aussi le loisir, c'est simplement le fait d'être à côté d'elle et de pouvoir en profiter, y compris pour y mettre quelques petits bateaux et y jouer, comme ici le parc des Labyrinthes près de Montendre que l'on est en train de réaliser. Et aussi, l'eau n'empêche pas de construire. Et on le sait bien, en prenant tous les soins qui sont nécessaires, on peut construire en secteur inondable, comme ici à Cornebarieux, près de Toulouse, où on réalise ce centre culturel sur pilotis, tout près d'un secteur comme on voit ici, où on récupère les eaux d'une ZAC. Et à nouveau construire en secteur inondable, mais ici plus dense, autant à Cornebarieux la densité est faible, autant ici dans Bordeaux, rive droite, la densité est plus importante. On retrouve les enjeux du pilotis, on retrouve les enjeux des toitures végétalisées, bien entendu, pour réguler les débits. Mais l'eau, ici, a aussi servi dans un projet qui a été extrêmement participatif, où la relation entre les gens qui habitent les maisons de pierre, qui sont ici, et ceux qui habitent les bars là, s'est faite sur la résolution des peurs, finalement. Et parmi ces peurs, il y avait celle de l'inondation, puisque ce secteur-là avait été inondé il y a quelques années. Et donc tout le travail autour de l'eau, autour de la résolution de ces enjeux-là, a aidé à ce que le dialogue entre eux et nous se passe aisément. Je vais vous parler de 2 projets, puis je vais finir sur 2-3 images qui sont de l'ordre du territoire, et je vais respecter les 20 petites minutes que vous m'avez données. Alors, tout à l'heure, tu as parlé de Saint-Jacques-de-la-Lande, et moi je vais vous parler d'un autre projet de la métropole rennaise. Il y a une belle histoire de l'urbanisme à Rennes, me semble-t-il. Enfin, je pense que tout le monde le sait d'une manière ou d'une autre. Et je m'occupe depuis 1996 d'une commune qui est un peu à l'opposé, y compris géographiquement et politiquement, dans cette grande métropole de Saint-Jacques-de-la-Lande. Elle s'appelle Passé. Quand j'ai été appelé pour m'assurer que le centre qui est ici allait vivre, parce que les extensions se faisaient à l'ouest, ici, au-delà d'un cours d'eau, et qu'il y avait ici l'arrivée prévue de Cora, de Truffaut, d'IKEA. Donc en 1996, on a fait une hypothèse qui était de dire on arrête l'extension vers l'ouest, on arrête l'extension au-delà de la rivière de la Flume, parce qu'il y avait aussi, en étant de l'autre côté de cette rivière, un sentiment d'être très loin du centre, et notamment parce que là, il y a un pont du XIVe siècle qui est absolument magnifique, mais qui est impraticable et qui sait absolument, quand il a envie de le faire, bloquer l'eau et inonder tout ce qui se passe autour. On a fait la proposition de faire une extension sur le nord pour rééquilibrer le territoire et arrêter l'extension vers l'ouest. Finalement, ce qui est ressorti, c'est une géographie et un territoire qui est vraiment fabriqué sur l'eau, sur la rencontre d'un ruisseau et d'une rivière, de Champalonne et de la Flume. Et petit à petit, cette certitude que le territoire de la commune était né de cette rencontre hydraulique a fait que l'ensemble de l'évolution de la commune dans l'avenir, et c'est inscrit dans son PADD, et c'est maintenant inscrit dans le SCOT de Rennes, ces 2 vallées inondables sont en fait le vrai grand lien de la commune, ce que finalement les élus ont appelé leurs Champs-Élysées. Donc tout le travail qui a été fait d'extension ici ne ressemble pas, comme vous le voyez, à ces lotissements d'avant, qui étaient des lotissements escargots refermés sur eux-mêmes. On voit bien que les continuités, parce qu'il y a continuité, sont toutes liées avec les fonds de vallée et la possibilité de ramener vers les talwegs et les fonds de vallée toute l'eau qui y ruisselle. Donc le projet aujourd'hui est celui-là. 20 ans plus tard, nous avons construit cette partie-ci en utilisant l'eau comme le ferment de l'ensemble, à la fois le ferment d'un paysage à reconquérir, mais le ferment d'un paysage déjà existant, avec un travail sur le fossé, conservé,
pas toujours facile de conserver, mais conservé ici, et en créant un ouvrage à cet endroit-là qui permet d'inonder cette prairie de telle façon de ne pas inonder la partie du côté du pont du XIVe siècle. Ça donne un paysage de l'eau, on en a vu beaucoup aujourd'hui, un paysage de l'eau qui est construit à partir de ces éléments de paysages locaux que l'on appelle des rabines. Il y en a dans le passé. Les rabines ici servent à ce qu'un boisement réussit à faire. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous le savez bien, mais sert aussi à accompagner l'eau et à accompagner le pas des gens, puisque cette structure d'eau, cette structure de paysage, c'est celle de la vie quotidienne de tous, d'espaces qui sont éloignés de la voiture et qui font que petit à petit, les pédibus se sont installés sans qu'on ait eu grand besoin de leur dire comment le faire. Et donc on retrouve ici cette ville qui marche, cette ville au déplacement doux, un peu partout, ça marche on va dire. Et ce travail sur le paysage et sur l'ouverture, le travail fait avec l'eau, nous a permis de construire des bâtiments en R+5 dans une commune qui était connue pour ses lotissements très chics. Et passer de la maison en R+1, puisque le R+2 était même un peu oublié, à du R+5, c'est fait parce que la dimension de paysage était là pour accueillir ces hauteurs, et vous voyez qu'aucune hauteur ne dépasse de l'horizon général de la commune. Les lieux qui sont ici sont aujourd'hui à ce point agréables que les joggeurs des communes voisines viennent ici pour courir et voir des vaches. Parce que la question de l'eau, c'est la question de la biodiversité, c'est la question de la vie. Enfin, c'est évident, c'est facile de le dire comme ça, mais c'est tellement vrai, il suffit de l'utiliser. La prairie inondable, on ne va pas demander aux ouvriers communaux de l'entretenir, ça n'aurait pas de sens. Maintenir l'agriculture qui était déjà présente sur place pour l'entretenir, ça a bien sûr du sens. Donc quand vous êtes dans votre 5e étage ici, vous voyez les vaches devant vous, et quand il n'y a pas de vaches, ça veut dire que c'est inondé. On a trouvé dans des documents anciens l'existence d'un moulin à cet endroit-là, ce qui nous a permis de renégocier finalement la construction d'une digue. Et le passage de l'eau est tel que chaque fois qu'il y a trop d'eau, eh bien voilà, la prairie se met en charge. 20 ans se sont passés, le travail de confortement du centre s'est opéré, la commune retrouve son équilibre, et avec mon ami Gwenaël Desnaux, qui a posé une question tout à l'heure, là, où es-tu Gwenaël ? Voilà, il est là-bas. Et avec mon ami Gwenaël Desnaux, nous commençons une nouvelle histoire qui va durer 15 ans, de rééquilibrage de l'ensemble de la commune, toujours autour de cette question des vallées, en revenant à un développement à l'ouest, ce qui ne se faisait plus depuis 20 ans, vers aussi un développement à l'ouest, qui est le prolongement du travail au nord et le confortement du projet dans son centre. Un autre exemple, donc là on était dans une commune périphérique d'une métropole, ici on est dans la plus jeune commune française, Val-de-Reuil, qui est en fait la dernière ville nouvelle française, une petite catastrophe qui n'a pas été terminée, qui a été construite sur le modèle des villes sur dalle, qui marche bien, on va dire, en Belgique, à Louvain-la-Neuve, mais à cet endroit-là, ça ne marchait pas tout à fait. Un maire est arrivé récemment, on va dire c'est son 2e mandat. Quand il n'est pas le représentant socialiste local, il est le secrétaire général de LVMH. Donc LVMH, c'est Louis Vuitton Moitensi, donc vous voyez le grand écart. Mais cet homme-là est profondément attaché à sa ville et il a ouvert son cahier avec les gens qu'il connaissait dans l'industrie, et notamment l'industrie pharmaceutique, et il y a ramené du travail. Et le fait de ramener du travail dans cette commune a permis que tout ce qui était en déshérence, puisque les gens ne pouvaient même plus vendre leur maison parce que le prix de vente de la maison ne remboursait pas l'emprunt qui était encore en cours. Donc tout ça a redémarré quand le travail est arrivé. Et les bailleurs sociaux qui pourtant avaient envie de partir de cette ville sont revenus, dont un bailleur social qui s'appelle Siloge, qui a lancé un concours pour 100 logements avec un peu d'horticulture. En fait, c'est conception, construction, maintenance. Donc, pour cette histoire, je dois vous dire, je ne le fais pas très souvent, je suis associé à Bouygues. C'est presque un exploit, m'a-t-on dit. Enfin, leur a-t-on dit, et réciproquement. Et ça marche vraiment bien, parce que l'ingénieur en charge chez Bouygues, c'est un éco-citoyen formidable. Et on est allé jusqu'au bout de l'histoire, et voilà l'histoire. Bon, Val-de-Reuil est là, l'extension devait être de ce côté-ci, donc on est sur un terrain qui est au centre, la gare est à cet endroit-là, la Seine est ici, l'Eure est là, on est dans la vallée de la Seine.
avec une inondabilité dont vous voyez déjà quelques conséquences ici. On est sur un terrain relativement plat, on est dans les méandres, vous le voyez bien. Donc, l'heure est ici, le terrain est à cet endroit-là, et voilà. Ici, vous avez un hameau ancien, c'est le hameau de Léry, le hameau historique. Et vous voyez, ils n'étaient pas bêtes, les anciens. Donc, le vent du nord, ils ne veulent pas le voir, donc ils mettent leur maison perpendiculaire à la voirie et ils mettent leur jardin au sud. Et vous avez vu la distance qu'ils ont mis par rapport à l'heure, pas bête, quoi. Eux, quand ils se sont installés, ils avaient tout compris. Ceux-ci, ils ont un peu moins compris l'histoire. Hein. Donc moi, j'ai regardé ça. Et j'étais pas le seul à l'avoir regardé parce que les urbanistes qui avaient fait le projet précédent avaient aussi compris l'intérêt de la géométrie du hameau de Léry. Donc on a proposé un dispositif identique à celui-là, des maisons tournées vers le sud avec une distance respectueuse de l'heure sur un terrain dont on connaissait absolument l'inondabilité. On a commencé à faire ce travail-là et pendant le temps du concours, on est allé chercher des coopérateurs. On a rajouté dans notre équipe de maîtrise d'œuvre coopérative d'horticulture bio pour de la réinsertion sociale, coopérative pour des crèches, coopérative pour blanchisserie et coopérative pour du logement très social. Et finalement, le projet est celui-là. L'heure, un bras de dérivation qui permet de gérer les crues décennales, et puis la trentenale, on la gère avec des éléments plus profonds, et la centenale jusqu'à des éléments qui sont ici, qui sont en creux, et qui sont utiles pour la centenale. On a fait la proposition d'installer un secteur de maraîchage, ici, avec une mare pédagogique, parce qu'il y a une école qui est là, toute proche. Le coopérateur nous a dit, j'ai vu que vous voulez faire des jardins familiaux, c'est bien, mais vous savez, moi je fais de l'horticulture bio, donc si dans les jardins familiaux, ils ne sont pas bio, ça ne marche pas, donc je veux bien m'occuper d'eux. Donc on l'a remercié chaleureusement et on lui a fait une petite maison des jardiniers ici, juste à côté de l'endroit où il met son cheval et son âne, puisque évidemment il cultive avec un cheval et un âne. Et il fait le ramassage du compost de cette manière-là aussi. Donc l'histoire est devenue absolument jolie grâce à lui. Ça a pris une espèce de chair humaine et de cohérence par rapport au site inondable. Il était tellement sympathique qu'on lui a dit on va vous donner une halle, comme ça cette halle va permettre pour que vous vendiez votre produit face à la ville. Le projet aujourd'hui est comme ceci, il est presque terminé. Ce sont 100 logements en accession sociale et locatif social. Ils sont tous passifs. Il y a une chaufferie bois. Il y a une crèche qui est devenue une crèche municipale. Il y a une halle qui arrive à cet endroit-là et la production d'horticulture bio pour de la réinsertion sociale est toujours évidemment à cet endroit-là. Donc voilà comment s'installe le projet, avec ici un objectif, mais on verra comment les brochets vont réagir, de leur offrir une frayère. On verra s'ils en ont envie ou pas, mais en tout cas on leur a donné la possibilité. Nous, on est persuadés que l'eau, il ne faut jamais lui dire non, tu arrives, tu ne viens pas, mais oui, tu viens et tu nous apportes tout ce que tu amènes comme qualité et comme biodiversité. Et franchement, on pense que c'est vrai, que ça aide. Enfin, je pense que vous avez tous montré ça d'ailleurs. Ce n'est pas nouveau ce que je vous dis. Donc, c'est une amie, il faut juste lui ouvrir les bras et l'accueillir. Je ne vais pas rentrer dans tous ces petits détails, mais vous avez ici le schéma qui nous a permis d'organiser avec les services de l'État, je peux vous dire au mètre cube près, mais pas loin, les mouvements de terrain, les rares mouvements de terrain que l'on a fait. Et aujourd'hui, voilà, le projet c'était ça. Aujourd'hui, on est là. Il y a quelques arbres qui ont encore besoin de monter pour ressembler à l'image ici. Mais la réalisation est là et commence à vivre déjà très bien. Le coopérateur fait son travail. Il me reste 2 petites minutes juste pour vous dire que tout ça c'est bien, mais que ça ne marche que si on a une réflexion large. C'est vrai qu'au moment où on arrive, et c'est mon goût pour le paysage, c'est ce que les paysagistes savent si bien, quoi. Aujourd'hui, toutes les valeurs qui sont liées au développement durable, toutes ces valeurs-là ne tiennent pas dans des cases, elles ne tiennent pas dans des parcelles, elles ne tiennent pas dans des communes, elles ne tiennent pas dans des boîtes. Elles sortent toutes. La pollution, l'énergie, le déplacement, les trames vertes et bleues, enfin tout, quoi, les gens, tout ça ne peut être compris qu'au-delà des sujets qu'on nous propose. Alors vous voyez, ici, je travaille sur l'entrée de ville de... Je ne vais pas vous montrer le détail. Je travaille sur l'entrée de ville de Saint-Paul à La Réunion. Donc ça, ce sont toutes les ravines qui, les jours où il pleut, remplissent vraiment bien l'étang de Saint-Paul. Et pour peu que ce soit une journée de grande marée,
vous avez ici des petites choses assez sympathiques qui s'opèrent. Et là, on a dessiné un projet où l'eau est bienvenue. Pareil, ici, on est en train de réaliser à Montévrain le premier écoquartier de Marne-la-Vallée, choc culturel, entre Disney, qui est ici, et un urbanisme à l'américaine, on va dire, et une autre manière de regarder le territoire. Et entre la plaine briarde là et la Marne qui est ici, on a regardé la topographie et la géographie, enfin des choses simples logiquement, quoi, mais qu'il faut faire. Et quand cette géographie s'est mise à parler et nous a parlé de l'écoulement de l'eau entre le plateau et la Marne, eh bien l'arrivée d'un parc agro-urbain ici est devenue une évidence que personne n'a eu envie de nier. Et pour terminer, voilà. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi pour la région PACA avec 2 autres équipes qui étaient Seki et Vigano et Marcel Smets sur une stratégie de développement durable à la très grande échelle du Val de la Durance, c'est-à-dire depuis les Alpes jusqu'au Rhône. Le travail autour de l'eau, ici, est loin d'être sur le visible. Tout à l'heure, quelqu'un me posait une question sur l'invisible sur les sols. L'enjeu ici, c'est la nappe phréatique. Et vraiment de façon très importante, et les équilibres de l'eau entre les parties alpines et les parties provençales. Tout ce travail-là montre que quand on élargit la question sur le grand territoire et qu'on trouve les raisons de prendre ces décisions, tout ce travail montre qu'au moment où on intervient dans un village, dans un PLU ou dans un SCOT, on a les raisons de prendre les décisions que l'on prend. Mais il faut cette grande étendue pour comprendre absolument les raisons que l'on prend.